Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous remercie de m'associer à cet événement important qui concerne la drépanocytose chez la femme enceinte. La drépanocytose, c'est la première maladie génétique en Afrique à laquelle nous sommes confrontés. Elle est très prédominante en Afrique subsaharienne. Et chez la gestante, la drépanocytose met en jeu le pronostic vital du couple mère-enfant. Et le rôle primordial du suivi prénatal, c'est la prévention et le traitement des complications. Mais les moyens thérapeutiques efficaces ne sont pas toujours disponibles sur le continent africain, ce qui rend donc la gestion difficile au quotidien. Nous sommes tout le temps à la recherche de moyens adaptés. Alors, un état des lieux, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, un état des lieux de la situation nous emmène à des constats non réduisants, à savoir essentiellement une disparité dans la prise en charge de cette situation grossesse et diabète quand on compare les différents pays d'Afrique au sud du Sahara, mais également une insuffisance des structures existantes pour une meilleure prise en charge de cette pathologie. Ce qui fait qu'on assiste vraiment à des issues défavorables. Et je voudrais, diapositive, voilà. Je voudrais vous partager un peu l'exemple de la Côte d'Ivoire et concernant quelques aspects. D'abord, les acteurs qui interviennent dans la prise en charge. On se rend compte que ces acteurs-là sont différents en fonction du lieu d'exercice ou en fonction du centre de santé. Nous avons en Côte d'Ivoire une structure qui est à 3 niveaux croissants. Premièrement, le premier niveau, c'est ce que nous appelons les établissements de santé de premier contact. Et dans ces centres de santé, la prise en charge est assurée par les sages-femmes et les médecins généralistes. Vous voyez qu'il n'y a pas d'intervention de médecins spécialistes à ce niveau. Il faut descendre au niveau intermédiaire, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux généraux et des CHR, pour voir l'intervention des gynécologues obstétriciens dans la prise en charge de ces situations. Mais là encore, nous n'avons pas toujours des spécialistes en hématologie pour assurer une équipe pluridisciplinaire de suivi. Il faut seulement attendre au 3e niveau, c'est-à-dire au niveau des CHU, où là, au moins, on a la possibilité de mettre en place une équipe pluridisciplinaire avec des compétences disponibles pour un meilleur suivi. Concernant l'organisation des soins, on se rend compte, et ce cas en Côte d'Ivoire est le même qu'on observe dans les autres pays de la région ouest africaine. L'accès aux soins ordinaires est difficile, notamment la transfusion sanguine en urgence en cas d'anémie aiguë chez les femmes enceintes, la mise en place de programmes transfusionnels difficilement exécutables dans nos contextes, et même en cas de situation plus grave, par exemple, dans les situations où la gestante va présenter un syndrome thoracique aigu qui va nécessiter une admission en réanimation, par exemple, là encore, la gestion est difficile. Donc, c'est pour vous dire un peu le contexte dans lequel nous évoluons, ce qui fait perdre les chances d'une issue favorable de la grossesse chez la drépanocytose. Alors, ce monitorage, ce suivi de la grossesse, comment il se fait en pratique? Diapositive, s'il vous plaît. Voilà. On se rend compte ici déjà que le suivi ne démarre pas tel qu'il est recommandé. C'est-à-dire qu'avant ou bien tout au tout début de la grossesse, il faut des dispositions, notamment une consultation avec le couple, c'est la femme et son conjoint, pour faire l'état des lieux des traitements, l'état des lieux de la maladie. Cela ne se fait presque jamais. Et tout ça montre un peu les difficultés dans lesquelles nous évoluons. Alors, concernant le suivi prénatal, toujours, il faut distinguer la diapositive suivante, il faut distinguer deux situations cliniques. Ou du moins deux cadres. Le cadre en milieu provincial et dans les grandes capitales urbaines. Dans les hôpitaux de province, c'est-à-dire en milieu rural, là-bas, la prise en charge n'est pas effectuée par des médecins spécialistes de la maladie. C'est surtout les sages-femmes qui sont donc en première ligne avec les médecins généraux. Et là-bas, le suivi se fait de façon mensuelle. Il faut attendre vraiment d'être en milieu urbain, dans les capitales, où on a là la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire composée avec beaucoup de chance, soit d'un gynécologue, d'un médecin référent pour la gynéco, d'un médecin référent pour la prise en charge de la drépanocytose. C'est la chance que nous avons puisque nous exerçons dans un centre hospitalier universitaire et avoir à disposition un pédiatre, ce qui n'est pas toujours le cas
le cas dans les zones rurales. Diapositive suivante. Alors, donc, quand on distingue bien ces deux aspects, vous vous rendez compte qu'en milieu rural, le bilan biologique pour le suivi de la patiente est vraiment pauvre. Est vraiment pauvre. Les patients n'arrivent que souvent à faire un groupage sanguin ou bien juste un test d'hémocu pour avoir le taux d'hémoglobine. Tous les autres examens, le plus souvent, ne sont pas faits. Concernant l'imagerie obstétricale, elles ont le plus souvent droit à une seule échographie au 5e mois ou 6e mois. Avec beaucoup de chance, on pourra avoir certaines qui réalisent une échographie au 9e mois. Il faut vraiment attendre d'être dans une grande capitale africaine pour que la prise en charge soit optimale. Ça montre là la dualité de la prise en charge, hein, vraiment la disparité de la prise en charge en fonction des milieux dans lesquels on se trouve. Donc, les pronostics, finalement, ne sont pas les mêmes lorsque la patiente se trouve en zone urbaine ou en milieu en capitale. Diapositive. Alors, de façon plus pratique, la prise en charge obstétricale clinique, alors, c'est quoi le contenu des consultations? J'insiste sur la première consultation parce qu'en Afrique, le plus souvent, les patients n'arrivent pas au cours des 3 premiers mois pour faire leur consultation. Elles ne sont présentes que soit à partir du 5e mois ou à partir du 6e mois. Donc, la première consultation pour nous est une consultation importante, c'est-à-dire dès le premier contact, il faut déjà faire le point de la pathologie. Donc, vérifier les antécédents gynéco-obstétricaux, les antécédents transfusionnels, le statut vaccinal, la prise de médicaments habituels de la patiente. Et c'est à cette occasion-là que nous profitons pour expliquer la maladie à la patiente, à savoir les complications pendant la grossesse, les risques de transmission pour le nouveau-né. Et si on a la chance que la patiente est accompagnée d'un membre de sa famille, on profite vraiment pour passer l'information. Diapositive. Et pendant ces consultations prénatales, on s'assure de vérifier le poids, la pression artérielle, la présence vraiment d'autres signes cliniques qui peuvent nous orienter vers des éléments de gravité. Diapositive. Alors, sur les mesures prophylactiques, le professeur Dapa, dans son intervention à la première session, avait parlé de plusieurs éléments. Et nous, effectivement, on donne, concernant les mesures prophylactiques, la supplémentation en fer, en acide folique. On fait également la prévention des risques thromboemboliques, mais là, avec de l'acide salicylique à dose empirique, à dose faible, 100 mg par jour dès le début de la grossesse, dès le moment où on voit la patiente. Nous réalisons également un déparasitage systématique et nous assurons sur la diapositive suivante de la prévention du paludisme qui, chez ces femmes-là, apparaît comme un paludisme grave. Et nous insistons par la chimioprophylaxie avec la sulfadoxine pyriméthamine. À cette chimioprophylaxie du paludisme, nous donnons, grâce à l'aide des programmes de santé existants, nous fournissons aux patients des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour vraiment la prévention du paludisme chez ces femmes. Nous veillons également à la mise à jour des vaccins. Certes, concernant le côté des vaccins, il y a certains qui sont gratuits, notamment le tétanos, mais pour les autres vaccins, vraiment, les patients doivent payer pour pouvoir avoir leur vaccination à jour. Diapositive suivante. Alors, sur un aspect concernant l'hydroxyurée et la grossesse, l'étude récente de notre confrère Montalamberg en 2021 sur une cohorte de 1900 patients sous hydroxyurée avec une durée de traitement de 24 mois, voire 2 ans, jusqu'à 123 mois, donc voire 10 ans. Cette étude, diapositive s'il vous plaît, voilà. Donc cette étude a permis de se rendre compte que dans cette population de cohorte qui était sous hydroxyurée, elles ont eu 125 grossesses. Et sur ces 125 grossesses, on a vu que l'issue de ces grossesses était favorable. Il n'y a pas eu de malformation au cours de ces grossesses. Cette étude nous permet aujourd'hui de nous rendre compte que cette hydroxyurée peut être utilisée chez les femmes enceintes, drépanocytaires, ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est une opportunité pour nous pour réfléchir sur la possibilité de conduire une étude avec nos collègues hématologues, sur la possibilité de conduire une étude de cohorte pour voir, en mettant nos patients sous hydroxyurée, comment est-ce qu'on peut avoir de meilleurs résultats. Parce que cette étude de Montalamberg, diapositive suivante, nous montre bien chez les patients drépanocytaires
gestant drépanocytaire sous ce traitement au cours de leur grossesse, et une diminution aussi de toutes les autres complications, notamment le syndrome thoracique aigu, les risques d'hospitalisation et des transfusions pendant l'année de la grossesse. Donc, c'est une piste que nous allons utiliser parce que pour l'instant, ce n'est pas fait dans notre contexte. Diapositive. Alors, concernant la gestion maintenant des complications. Alors, comme je vous ai dit, il faut distinguer toujours deux situations cliniques en fonction des lieux d'exercice. Idéalement, dans les grandes capitales, la gestion est facile, elle est classique. Elle se fait en collaboration avec les hématologues, dans un service d'hospitalisation, avec des examens qui sont réalisés. Mais dans les milieux défavorisés, en zone urbaine, vous voyez que ce sont des traitements qui sont limités, qui se résument à l'utilisation d'antidouleurs, d'hémocure pour avoir un taux d'hémoglobine, ce qui est difficile. Donc, les recommandations de ces cas-là, c'est d'évacuer immédiatement, de référer la patiente vers un centre plus adapté après une admission de 6 heures. S'il n'y a pas d'amendement clinique, il n'y a pas d'amélioration des signes cliniques, les patients nous sont donc référés pour une meilleure prise en charge. Diapositive. Alors, en cas de syndrome thoracique aigu, par contre, nous conseillons, dès l'apparition des premiers signes, à savoir fièvre, toux, douleur thoracique, de référer immédiatement les patients vers des hôpitaux plus adaptés. Et même nous encore, dans nos hôpitaux plus adaptés, nous avons des difficultés lorsque la patiente se retrouve dans une situation nécessitant de la réanimation. Nous avons du mal à lui trouver souvent une place en réanimation. Diapositive. Concernant les autres complications et la complication à laquelle on est le plus souvent confronté, c'est le retard de croissance intra-utérine. Et ce retard de croissance intra-utérine, on l'observe. Pourquoi? Parce que le plus souvent, nos patients ont une anémie chronique. Elles se retrouvent autour de 4 grammes, 5 grammes, ce qui est parfois difficilement gérable. Ou bien des patients avec des crises vaso-occlusives à répétition et ces complications obstétricales donc, vont exposer le fœtus à une complication, notamment le retard de croissance intra-utérine. Dans ces situations, nous les hospitalisons et nous demandons l'avis de nos collègues pédiatres néonatologistes pour voir dans quelle mesure on peut poursuivre la grossesse, sinon envisager une extraction fœtale lorsque la vitalité est acceptable. Diapositive. Je voudrais insister sur un point aussi concernant la gestion de l'anémie chez nos gestants drépanocytaires majeurs. Alors, l'apport de la transfusion sanguine, c'est connu. Les bénéfices sont énormes. Ils améliorent l'issue des grossesses, mais chez nous, en situation d'urgence, c'est là qu'on ne peut que transfuser les patients. Mettre en place un programme transfusionnel, le plus souvent, est difficile en Afrique parce que les pays sont le plus souvent confrontés à une situation d'insuffisance de produits sanguins. Diapositive. Et en Côte d'Ivoire, la politique transfusionnelle est une politique restrictive. On ne transfuse qu'en cas d'anémie aiguë, c'est-à-dire lorsque les taux sont inférieurs à 7 grammes ou l'anémie est mal supportée parce que justement, on ne dispose pas suffisamment de produits sanguins pour transfuser les patients. On n'est pas autosuffisant. Et cette situation est la même dans plusieurs pays d'Afrique au sud du Sahara. Alors que, diapositive suivante, l'équipe de Thiéba à Ouagadougou, à côté de nous ici, a publié leur expérience concernant la pratique transfusionnelle. On s'est rendu compte que quand cela est possible, on a une réduction significative des complications morbides et même de la mortalité. Voilà. Ils ont pu au moins réaliser une cohorte de 2 ans concernant 164 patients, ce qui est formidable. Si on arrive à faire cela, ça va être vraiment très formidable. Diapositive suivante. Une équipe au Nigeria a publié leur expérience concernant le programme transfusionnel. Et on se rend compte que dans leur expérience également, le programme transfusionnel permet d'améliorer l'issue des grossesses chez les drépanocytaires. Donc tout ça, ce sont des pistes à améliorer dans notre condition de travail. Alors, concernant ce dernier chapitre sur la prise en charge de l'accouchement chez la femme drépanocytaire en Afrique, on le sait, c'est un moment difficile parce que cet accouchement va impacter l'état de santé. Alors, des questions restent posées. Quand on fait l'accouchement, quelle voie d'accouchement choisir? Faut-il césariser? Faut-il faire un accouchement spontané ou provoqué? Nous sommes en Afrique. La politique suivante. Ce que notre société savante recommande et ce que nous faisons appliquer dans nos différentes maternités, c'est que les patients qui sont dans les zones éloignées des grandes villes
on leur demande d'attendre un accouchement spontané, mais là, jusqu'à 38 semaines, voire 39 semaines maximum. Au-delà, le transfert de la gestante se fait vers un hôpital de district où là, on pourra soit idéalement faire un accouchement par voie basse spontanée ou procéder à un déclenchement du travail d'accouchement en fonction de la situation. Sinon, dans certaines situations bien particulières, réaliser une césarienne élective. Diapositive. Voilà. Et donc, du coup, comme je disais, ça fait que dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment au Congo, Brazzaville, vous voyez, le taux de césarienne est très élevé, 63%. 63% chez les drépano majeurs. Diapositive suivante. Concernant le postpartum, là, on a moins de difficultés et donc c'est la prise en charge habituelle comme cela est réalisé. Diapositive suivante. Voilà. Alors, donc, sur les perspectives, je pense qu'il faut qu'il y ait une formation initiale des médecins spécialistes, des acteurs de la prise en charge avec une formation continue du personnel en charge de la drépanocytose. Et il faut chez nous, dans notre contexte africain, disponibiliser les hématologues dans les hôpitaux de district et rendre également les centres de transfusion opérants pour une meilleure efficacité. Bien, je parlais également de la construction des centres référents. Ça, ce sont des projets à venir, mais vraiment pour améliorer la prise en charge. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que beaucoup d'efforts restent à faire pour améliorer la gestion de la grossesse chez la drépanocytose, parce que les disparités de prise en charge persistent en fonction des lieux d'exercice. Ce qui fait qu'on a encore une mortalité en milieu africain qui reste élevée. Sinon, l'issue favorable est possible si le suivi attentif se fait pendant la grossesse et dans le postpartum. Une fois de plus, je vous remercie. Donc, effectivement, la prise en charge de la femme enceinte drépanocytaire, ça va être une question de compétences, évidemment, mais également de moyens. Et que même avec des moyens importants en France, il reste une morbidité très importante et une mortalité maternelle qui est encore aux alentours de 2%. On a repris très récemment en fait, les données du registre français de 2013 à 2019, dans lequel on a pu reprendre 1270 grossesses de drépanocytaires. Alors, c'est des données qui sont en cours de soumission, donc j'espère qu'ils seront bientôt publiées. Et donc, parmi ces patients, on a séparé en deux groupes des patients dits sévères qui avaient l'hydroxyurée dans l'année avant la grossesse ou un programme transfusionnel, et les autres patients qu'on a mis dans un autre groupe. Alors, c'est le mieux qu'on a pu faire parce qu'il n'y avait pas de code pour le génotype actuellement dans le codage de la drépanocytose en France. Donc, c'est pourquoi on a été obligé de faire ce choix. Et juste pour vous montrer, on a toujours plus de complications obstétriques chez les patients drépanocytaires, donc dans la population française, ce qui n'est pas étonnant, ce qu'on voit dans la littérature anglo-saxonne également. Et donc, même chez les patients drépanocytaires dites mild, donc les génotypes probablement plus SC, SBeta+, on a aussi plus de complications obstétricales par rapport à la population française contrôle. Le risque de prééclampsie était toujours très élevé, et en particulier chez les drépanocytaires sévères qui étaient évalués à 11%. Il faut savoir qu'en France, nous, on ne met pas aujourd'hui, ce n'est pas les recommandations de mettre l'aspirine en systématique. Je me rends compte que mon collègue le prescrit systématiquement. Je trouve qu'effectivement, au vu de ces résultats, ça confirme que l'aspirine devrait probablement être mise à tout le monde. Et je sais que dans les recommandations récentes anglaises, c'est ce qui est réalisé depuis 2018. Les césariennes, donc c'est 58% des drépanocytaires sévères et 35% chez les patients drépanocytaires dites modérés, comparativement à 18% dans la population générale, donc plus de césariennes, même si on conseille l'accouchement voie basse en première intention. Pourquoi? Alors, pour des césariennes dites pour raisons médicales liées à la complication de la drépanocytose de la maman ou pour des complications obstétricales. On a plus de complications maternelles donc, dans la population drépanocytaire. Donc, je ne vais pas tout redétailler, vous aurez le diaporama. Mais donc, tout ça pour dire que, certes, évidemment, il y a un manque de moyens en Afrique, mais même quand on a tous ces moyens à disposition, la maladie reste sévère. Et on a également besoin partout de mieux coordonner la prise en charge de ces patientes avec le regroupement dans des centres de compétences et centres de référence de la prise en charge. L'autre chose que je voulais revoir, alors je n'avais pas mis de diapo à ce sujet, mais je rebondis par rapport au topo de mon collègue, c'est par rapport au risque malformatif de l'hydroxyurée. Je ne l'ai pas précisé, mais on a regardé donc, dans cette étude le taux de malformation lié à l'hydroxyurée, et on a eu une mauvaise surprise parce qu'en fait, on retrouve un taux de malformation plus important dans la population drépanocytaire qui a eu de l'hydréa prescrit dans l'année précédente.
Ce surrisque n'existant pas chez les patients drépanocytaires, donc modérés, c'est seulement chez les sévères, qui serait évalué aux alentours de 4% pour un risque évalué à 1,8% dans la population générale. Alors, la limite de tout ça, c'est qu'on n'a pas les données d'observance des patients, qu'effectivement, il y a certainement une part liée à la maladie sévère drépanocytaire, mais quand on prend les patients sous programme transfusionnel, sous réserve d'un effectif peut-être manquant de puissance, on ne retrouve pas ce surrisque. L'avantage de notre étude par rapport à l'étude de Marianne de Montalembert, qui était donc le suivi d'escorte-HU, c'est qu'on a les données d'échographie des enfants et les données de vie des enfants 1 an après, donc avec des diagnostics de malformation donc, qui sont beaucoup plus exhaustifs que dans la base initiale d'escorte-HU. Donc, je modérerai un peu les propos au sujet de la prescription de l'HU pendant la grossesse. Je pense que c'est toujours un rapport bénéfice-risque, que ce n'est pas un risque énorme, mais que ça reste un risque plus important que la population générale dans ce qu'on a retrouvé dans cette étude. Donc, je pense qu'il y a effectivement nécessité d'études complémentaires. L'autre chose, c'était pour les transfusions. C'était que... Alors, je suis un peu plus modérée pour les transfusions également. On a la possibilité de transfuser beaucoup de patients drépanocytaires en France. Il y a même une époque où c'était quasi systématique pour toutes les femmes drépanocytaires. Et en fait, on s'est rendu compte malheureusement que ça entraînait des alloimmunisations avec des difficultés de prise en charge futures chez ces patientes, avec une alloimmunisation plus fréquente pendant la grossesse. Donc, c'est vrai que nous, on a plutôt réduit le nombre de transfusions chez les femmes drépanocytaires pour cette raison, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, et que pour autant, on n'a pas vu d'augmentation drastique des complications de grossesse au cours de cette période où le nombre de transfusions a été réduit, mais avec possiblement des biais d'organisation de prise en charge qui sont possibles. Enfin, c'est juste par rapport à l'accouchement. Alors, c'est vrai que nous, dans les centres de référence, on fait beaucoup des déclenchements, quasiment chez toutes les patientes, sauf chez les patientes vraiment très peu symptomatiques. Et on va déclencher à différents termes selon la symptomatologie de la patiente et selon les complications obstétricales. En général, entre 36 et 39 semaines d'aménorrhée. Et on fait plutôt des déclenchements avec un ballonnet chez ces patientes-là, et pour lequel ça nous permet de pouvoir anticiper les douleurs liées au travail et donc d'éviter les CVO et les STA du postpartum.